Je m'appelle Tracy Townsend, et à 34 ans, j'ai appris que la chose la plus cruelle que ma mère puisse dire, tenait en seulement 8 mots. J'avais passé 6 ans sur les listes d'attente des cliniques de fertilité, 6 ans de prise de sang, de piqûres d'hormones, et d'appels téléphoniques qui se terminaient toujours de la même manière. Et puis, je suis tombée enceinte. Je me tenais debout à la table du dîner familial, avec 22 proches réunis autour de la belle porcelaine de Diane Townsend, et j'ai prononcé la phrase que j'avais répétée dans ma voiture pendant 40 minutes, « Je suis enceinte ». Ma mère a posé sa fourchette. Espérons que celui-ci soit plus intelligent que toi. Ma sœur, Megan, a ri si fort, qu'elle s'est couvert la bouche avec sa serviette. Mon père, Roger, a regardé sa montre. On peut manger, maintenant? J'ai regardé de l'autre côté de la table vers mon mari, Daniel. Il a hoché la tête, une seule fois. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau, j'ai déplié une simple feuille de papier, et je me suis levé. C'était une lettre, que mon obstétricienne avait écrite spécialement pour moi. 3 paragraphes, dans un langage simple, sans aucun jargon médical. À la 3e phrase, ma mère pleurait. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux n'avait prévu. Au moment où je me suis rassise, chaque personne présente à cette table savait exactement qui était la véritable déception. Bienvenue à nouveau dans l'émission où des gens ordinaires affrontent des familles impossibles, et où le courage discret a toujours le dernier mot. Si une histoire vous a déjà fait vous sentir moins seul à votre propre table de famille, vous êtes au bon endroit. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, et n'oubliez pas de vous abonner. Je travaille dans les données de santé, pas le côté glamour du métier. Je ne tiens pas de stéthoscope, et je ne signe pas de bon de sortie. Je suis assise dans un bureau sans fenêtre, au 3e étage de l'hôpital régional de Ridge Point, et je lis des chiffres, jusqu'à ce qu'ils avouent ce qui s'est mal passé. Des pics de réadmission, des anomalies de facturation, des grappes d'infections enfouies dans 3 années de formulaire d'admission. Je suis la personne qui trouve la seule petite décimale, que tous les autres ont ignorée en faisant défiler leur écran. Ce travail exige de la patience, de l'obstination, et une grande tolérance à l'invisibilité. Il se trouve que ce sont précisément les 3 choses, que la famille Townsend m'a appris à être. Ma mère, Diane, a enseigné en classe de CM1 pendant 31 ans. Megan l'a suivi, mais dans la médecine, et a continué de gravir les échelons. Gynécologue obstétricienne, chef de clinique à 30 ans, en voie de devenir associé à 35. Roger, lui, vendait des vannes industrielles, rentrait à la maison à 18h, lisait le journal, et ne disait rien. Quelque part, entre la cérémonie de remise de blouse blanche de Megan et mon diplôme universitaire en statistiques appliquées, la famille a décidé de nos rôles respectifs. Megan était l'avenir. Moi, j'étais Tracy. Quand des proches demandaient ce que je faisais, ma mère balayait la question de la main, elle travaille sur des ordinateurs. Daniel a été la première personne qui m'ait jamais posé une question supplémentaire. Nous nous sommes rencontrés dans une quincaillerie. Il évaluait le prix de planches de cèdre pour la cuisine d'un client, et moi, j'achetais des équerres d'étagère pour un appartement que je n'avais pas vraiment les moyens de m'offrir. Il fabrique des meubles, des placards sur mesure, principalement, et il écoute de la même façon que le bois écoute le tour, patiemment, en laissant la forme se révéler d'elle-même. Il m'a demandé en mariage un mardi matin, devant un bol de céréales froides, parce qu'il disait ne pas vouloir que je pense que l'amour devait être une performance. Nous avons acheté une petite maison, près de la rivière. Il a construit la table de la salle à manger de ses propres mains. Et, pendant 3 ans, avant les examens, les cliniques et l'attente, cette table semblait amplement suffire. Les essais pour avoir un enfant ont commencé discrètement. Puis, ils sont devenus bruyants, de la pire des manières. La première année n'était que calcul de calendrier, et test bon marché acheté en pharmacie. La 2e année a apporté une recommandation médicale. La 3e a amené le premier spécialiste, et la première aiguille. Et, ce fut aussi la première fois où Daniel m'a tenu la main, pendant qu'un technicien mesurait quelque chose à l'intérieur de moi avec une sonde. J'ai perdu ma première grossesse à 9 semaines. J'étais au travail. J'ai senti ce qui se passait alors que j'étais assise sur ma chaise de bureau, et j'ai conduit moi-même jusqu'aux urgences, parce que je ne voulais déranger personne. C'était ce que j'étais, à l'époque, la femme qui s'excusait de saigner. La 2e perte est survenue à 11 semaines. La 3e, à 7 semaines. À chaque fois, la clinique utilisait la même expression, perte de grossesse à répétition inexpliquée.
Je l'ai écrit sur un post-it, une fois, et je l'ai fixé longuement, comme s'il s'agissait d'un ensemble de données, auquel il manquait sa variable clé. Je n'ai jamais rien dit à ma famille, absolument rien. Je l'ai dit à Daniel, bien sûr, à mon amie Carla du service de facturation, et à l'infirmière d'accueil, qui se souvenait de mon prénom dès la 4e visite. Mais, je n'ai rien dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à Megan. Et je ne l'ai certainement pas dit à Roger, parce que je savais exactement ce qu'il dirait. Diane trouverait le moyen de blâmer mon alimentation, mon travail, ou mon timing. Megan pencherait la tête, et utiliserait le mot « malheureusement » dans une phrase qui contiendrait également les mots « ton âge ». Et Roger, lui, regarderait simplement sa montre. Alors, j'ai porté cela toute seule. Les rendez-vous, les injections, les prises de sang de 6 heures du matin, qui laissaient des ecchymoses au creux de mon coude. Je me cachais sous des manches longues lors des dîners du dimanche. 6 ans à ravaler mon chagrin, comme si c'était un simple verre d'eau du robinet. Je pensais être forte. En réalité, j'étais juste seule. L'étiquette m'a été collée très tôt. J'avais du mal à lire en classe de CP. Les lettres se réarrangeaient d'elles-mêmes, comme les meubles d'une pièce dans laquelle j'entrais toujours par erreur. Personne ne m'a fait passer de test. Diane était institutrice, on pourrait penser qu'elle s'en serait rendue compte, mais ce qu'elle a ressenti à la place, c'était de la honte. Lors de la soirée parents-professeurs, pendant mon année de CE1, elle a arraché ma feuille d'exercice du tableau d'affichage de Madame Kendall, et l'a pliée précipitamment dans son sac à main, avant que quiconque puisse voir les marques rouges. Franchement, a-t-elle dit dans la voiture, assez fort pour que Megan entende. Comment peux-tu être ma fille? Cette phrase a agi comme un tampon. Elle s'est imprimée sur chaque bulletin scolaire, chaque barbecue familial, et chaque repas de Thanksgiving, où Megan énumérait les étapes de son internat pendant que je faisais passer les petits pains. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec les félicitations du jury, non pas que quiconque ait posé la question, le verdict des Townsend était scellé. Tracy était gentille. Tracy faisait des efforts. Mais Tracy n'était pas intelligente. Megan ne manquait jamais une occasion. À Pâques, il y a 2 ans, elle s'est servi un 2e verre de vin, et m'a souri de l'autre côté de la table. Tracy lit des tableurs, a-t-elle dit au mari de tante Linda. Moi, je lis des patients. Diane a ri. Roger a tendu le bras pour prendre du pain. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, et je suis resté là pendant 4 minutes, à compter les carreaux sur le mur, parce que j'avais appris que compter, c'était ce qui m'empêchait de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Ce qu'aucun d'entre eux n'a jamais voulu regarder parce que regarder aurait signifié réviser l'histoire sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord, c'était que la fille qui ne savait pas lire en CE1, avait appris d'elle-même à trouver des schémas que personne d'autre ne pouvait voir. Je n'ai jamais été l'idiote de la famille. J'étais la silencieuse. Et dans ma famille, ces 2 mots sonnaient exactement de la même manière. Quand j'avais 8 ans, j'ai trouvé une boîte. Elle se trouvait sur l'étagère supérieure du placard du couloir, repoussée derrière une pile de vieilles couettes et un humidificateur cassé. En cèdre, le genre de bois que Daniel m'apprendrait plus tard à identifier par son odeur. Chaude, sèche, légèrement sucrée, comme un tiroir qui n'aurait pas été ouvert depuis une décennie, ce qui était probablement le cas. Je cherchais du papier de bricolage pour un projet scolaire. J'ai tiré les couettes vers l'avant, et la boîte a glissé vers le bord. Elle était petite, peut-être de la taille d'une boîte à chaussures. Je me souviens que le grain du bois était assombri par l'âge. J'avais une main sur le couvercle, lorsque ma mère est apparue derrière moi. Je ne l'avais pas entendue avancer dans le couloir. Elle m'a arraché la boîte si vite, que j'ai senti le bord écorcher l'articulation de mon doigt. Ne touche plus jamais à ça. Elle n'a pas crié. C'est précisément pour cela que ça m'a marqué. Diane Townsend criait pour la vaisselle dans l'évier, pour les chaussures sur la moquette, et pour les mauvaises notes en orthographe. Elle criait pour tout ce qui n'avait pas d'importance. Ça, elle l'a dit doucement, puis, elle a replacé la boîte derrière les couettes, et a fermé la porte du placard. J'ai posé la question à Megan, une fois. Des années plus tard, de ce ton désinvolte que l'on prend pour demander quelque chose dont on prétend se ficher. Elle a haussé les épaules. Les vieilles affaires de maman. Ne sois pas fouineuse. J'avais 8 ans. Je n'ouvrirai pas cette boîte pendant encore 26 ans. Mais l'odeur du cèdre chaude, sèche, légèrement sucrée est restée avec moi comme un mot, que j'aurais entendu une seule fois,
et que je n'arrivais pas tout à fait à définir. Vous voyez ce genre de mot, celui que l'on continue de retourner dans sa tête, en attendant de trouver la phrase à laquelle il appartient. Daniel voulait que j'en parle à quelqu'un. Pas à ma mère. Il savait bien que c'était inutile. Mais à quelqu'un, un ami, un conseiller, un inconnu dans un bus, n'importe qui puisse m'aider à porter ce poids que je continuais d'empiler soigneusement à l'arrière de mon crâne, comme des dossiers dans un meuble que personne n'ouvre jamais. Tu n'as pas à mériter ça, a-t-il dit un soir, assis sur le bord de notre lit, pendant que j'organisais le matériel d'injection dans des sacs étiquetés. Pas avec moi. Il parlait de l'amour. Il parlait de l'aide. Il parlait de cette chose, que j'avais passé 30 ans à croire assujettie à des conditions. J'ai embrassé son front, et je lui ai dit que j'allais bien. Il n'a pas argumenté. Il est allé dans le garage, et a poncé un plateau de table pendant 3 heures, parce que c'est ce que fait Daniel avec l'inquiétude, il l'adoucit en la travaillant dans le bois. Les traitements nous ont coûté 14 000 € de notre poche la première année, et 22 000 la deuxième. L'assurance couvrait les analyses de sang diagnostic, et absolument rien d'autre. Je tenais un fichier Excel. Colonne A, la date. Colonne B, la procédure. Colonne C, le coût. Colonne D, le résultat. La colonne des résultats se résumait la plupart du temps à un seul mot, négatif. Je ne pleurais même plus face aux résultats. Je mettais simplement le fichier à jour, et je prenais le rendez-vous suivant. Le perfectionnisme est une maladie silencieuse. De l'extérieur, cela ressemble à de la compétence. Cela ressemble à une femme qui a sa vie bien en main, son budget codé par couleur, et sa douleur classée par ordre alphabétique. Mais à l'intérieur, c'est juste une personne qui croit que, si elle contrôle suffisamment de variables, l'univers finira bien par coopérer. Je contrôlais tout ce que je pouvais. Je planifiais chaque piqûre, je suivais chaque niveau d'hormones, je croisais chaque étude, et je n'en parlais à personne de ma famille, car leur dire signifierait admettre que j'échouais dans la seule chose, où ils s'attendaient déjà à me voir échouer. La 5e perte a brisé ce schéma. Non pas parce qu'elles faisaient plus mal, elles faisaient toutes aussi mal, c'est-à-dire complètement mais à cause de ce qui s'est passé juste après. J'étais assise dans le hall de la clinique, remplissant les mêmes formulaires que j'avais déjà remplis 4 fois auparavant, quand mon téléphone a vibré. C'était Diane. Tracy, ta sœur va être honorée au dîner de la Société de médecine vendredi prochain. Assure-toi d'être là, et porte quelque chose d'approprié. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le presse-papier, j'ai fixé le mur, et j'ai pensé, je suis assise dans une salle d'attente après ma 5e fausse couche, et ma mère s'inquiète de mon code vestimentaire, pour la cérémonie de remise de prix de Meghan. C'est ce mardi-là que j'ai arrêté d'être triste, et que j'ai commencé à être méthodique. Mon obstétricien habituel m'a dirigé vers une spécialiste, le docteur Ranata Hay. Elle dirigeait une clinique spécialisée dans les fausses couches à répétition, dans l'aile de l'hôpital, ce même hôpital où je travaillais, 2 étages sous mon bureau. Le docteur Hay avait 53 ans, était direct, et n'avait aucune intention de me dire de juste me détendre et de réessayer. Lors de notre premier rendez-vous, elle a sorti mon dossier, a regardé les 5 pertes répertoriées sur mon formulaire d'admission, et a prononcé une phrase que personne dans ma famille n'avait jamais dite, ce n'est peut-être pas de votre faute. Elle a prescrit un bilan génétique complet, une analyse du karyotype, un panel de thrombophilie, et une cascade hormonale, le genre d'examen qui cherche la raison, derrière la raison. Je me suis assise dans son fauteuil de bureau, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans, pas de l'espoir, je l'avais extirpé de moi-même à force de coups. Mais de la curiosité. Ce même instinct, qui me rendait si doué dans mon travail. Quelque part dans mon propre sang, il y avait un chiffre que tout le monde avait manqué. Et, j'allais le trouver. J'ai commencé à lire des revues médicales, de la même façon que je lisais les données de l'hôpital. Lentement, systématiquement, en cherchant la variable que personne n'avait isolée. Translocations équilibrées, inversion, mosaïcisme, cascade de thrombophilie. J'ai croisé les études de cas avec mon propre schéma de perte. Semaine après semaine, j'ai construit un fichier personnel, avec des colonnes pour les marqueurs génétiques et les taux de récidive. Daniel venait se coucher à 23 heures, et me trouvait avec l'ordinateur en équilibre sur les genoux, un surligneur entre les dents, et 3 onglets de navigateur ouverts sur PubMed. Tu recommences, disait-il, sans méchanceté. À tout contrôler. Il avait raison. Mais, cette fois, ce besoin de contrôle visait quelque chose de réel.
J'ai parlé du bilan génétique à Megan lors d'un appel téléphonique, de manière détendue, presque en passant, comme on mentionne un rendez-vous chez le dentiste. Sa réponse a été immédiate, « Tracy, arrête de jouer au docteur. Tu réfléchis trop à tout ça. » Elle a utilisé sa voix professionnelle, celle qu'elle réservait aux patients qu'elle avait déjà décidé de ne pas écouter. Parfois, ces choses arrivent, c'est tout. Ton corps essaie. Laisse-lui du temps. Mon corps essayait depuis 6 ans. Megan avait passé 8 ans à l'école de médecine et en internat. Elle a couché les bébés des autres pour gagner sa vie. Et pourtant, pas une seule fois en 6 ans, elle n'avait suggéré à sa propre sœur de faire un test pour une cause chromosomique. Pas une seule fois, elle n'avait consulté mon dossier, proposé de lire mes résultats de laboratoire, ou prononcé le mot karyotype lors d'un dîner du dimanche. Elle avait la formation. Elle y avait accès. C'est juste qu'elle ne s'y intéressait pas. L'ironie la rattraperait plus tard. Pour l'instant, j'ai raccroché le téléphone, et j'ai ouvert un nouvel onglet. Si le médecin de ma famille ne voulait pas m'aider à trouver la réponse, la fille au fichier Excel, elle, le ferait. Diane a appelé un mercredi. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne le faisait jamais. Elle a demandé si j'allais toujours à ses rendez-vous. Je lui ai dit que je voyais un nouveau spécialiste. Silence. Puis, Tracy, tu dois arrêter ça. C'est embarrassant. Embarrassant. Pas déchirant. Pas difficile. Pas digne d'en discuter. Embarrassant, comme une tache sur une nappe, qu'elle devrait justifier devant des invités. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça, a-t-elle ajouté, d'une voix plate et définitive, de la même façon qu'elle soulignait les mauvaises réponses au stylo rouge. Ce n'est pas un échec. C'est juste la biologie. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, et j'ai laissé la phrase faire son effet. Juste la biologie. Venant de la femme qui enseignait les cycles de vie des plantes à des enfants de CM1, et appelait ça de la science. Venant de la femme, qui ne pouvait même pas prononcer le mot « fausse couche » à voix haute. Je voulais lui dire qu'elle n'avait aucune idée de ce que ma biologie faisait. Je voulais dire qu'un médecin venait de me révéler qu'il pourrait y avoir une raison, une vraie raison, avec un nom et un numéro de chromosome. Au lieu de cela, j'ai répondu « Je vais y réfléchir, maman ». Et, j'ai raccroché. Daniel était dans la cuisine. Il avait entendu ma partie de la conversation. Il n'a rien dit. Il a posé une tasse de thé sur la table, et il est retourné à son établi. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit, et j'ai fait ce que je faisais toujours, j'ai compté. Pas des carreaux, pas des respirations, mais le nombre de fois dans ma vie d'adulte où ma mère m'avait posé une véritable question sur ma santé. Je suis arrivé à 4. 3 concernaient une infection des sinus. 1, un grain de beauté sur mon épaule. 0, concernant les 6 années que j'avais passées à essayer de devenir mère. 0. Le docteur m'a fait appeler dans son bureau, un jeudi après-midi. Elle avait les résultats de mon karyotype sur son écran, et une tasse de café à laquelle elle n'avait pas touché. Nous avons trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Elle a tourné le moniteur vers moi, un diagramme de chromosomes, les miens, disposés par paire. 2 d'entre eux avaient des segments inversés. Vous êtes porteuse d'une translocation réciproque équilibrée, sur les chromosomes 7 et 11. Elle me l'a expliqué très simplement. Mes chromosomes étaient structurellement réorganisés, mais fonctionnels pour mon propre corps. Le problème apparaissait lors de la reproduction. Au moment de la formation de mes ovules, la translocation créait une forte probabilité d'embryons déséquilibrés, des embryons avec trop, ou trop peu, de matériel génétique pour survivre. C'était pour cette raison que j'avais perdu 5 grossesses. Pas parce que j'avais attendu trop longtemps. Pas parce que j'étais stressé. Pas parce que je n'avais pas consommé assez d'acide folique, que je n'avais pas eu assez de pensées positives, ou que je ne m'étais pas détendu sur une plage comme ma mère l'avait suggéré un jour, lors d'un dîner de Thanksgiving. C'était à cause d'un remaniement microscopique dans mon ADN, qui était là bien avant ma naissance. Je suis resté très immobile. Je suis doué pour rester immobile. Y a-t-il une solution pour avancer, ai-je demandé. Le docteur a hoché la tête. Le diagnostic préimplantatoire, ou DPI. Il pouvait analyser les embryons pendant une FIV, et sélectionner ceux qui avaient des chromosomes équilibrés ou normaux. Les taux de réussite étaient réels, mesurables, pas une simple estimation, pas une prière, mais un chiffre.
Moi, je comprenais les chiffres. Encore une chose, a ajouté le docteur Aïe, en posant son stylo. Ce type de translocation est presque toujours hérité d'un parent. Elle a laissé cette information infuser. Je recommanderais de tester vos deux parents, si possible. J'ai fixé le diagramme des chromosomes sur son écran. Deux segments intervertis, invisibles à l'œil nu, transmis comme un héritage familial que personne n'avait pris la peine de déballer. Hérité d'un parent. Je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking de l'hôpital, pendant 20 minutes après ce rendez-vous. Le moteur éteint, les mains sur le volant. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. J'essayais d'imaginer comment je pourrais demander à Diane Townsend de se soumettre à une prise de sang, pour découvrir si elle avait transmis une anomalie chromosomique à sa fille. J'essayais de visualiser son visage, la crispation autour de sa bouche, la façon dont elle croiserait les bras, comme un portail qui se ferme. Je pouvais déjà l'entendre, je n'ai aucun problème. Ou pire, arrête de chercher un coupable. Le docteur il l'avait dit avec douceur. Les translocations sont fréquentes. Une personne sur 500 en est porteuse. La plupart ne le savent jamais, parce que cela ne devient visible, qu'à travers des fausses couches à répétition ou l'infertilité. Une personne pourrait vivre une vie entière, élever des enfants, prendre sa retraite, organiser des dîners le dimanche, sans jamais réaliser qu'elle portait en elle la mutation, qui a coûté 6 ans de chagrin à sa fille. À moins qu'elle n'ait perdu des grossesses, elle aussi. À moins qu'il n'y ait eu des pertes, dont personne ne parlait. J'ai pensé au placard du couloir, à la boîte en cèdre sur l'étagère du haut, et à la voix de ma mère, grave et posée, ne touche plus jamais à ça. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à l'atelier de Daniel. Il terminait un ensemble d'étagères flottantes pour un client. De la sueur de cèdre dans les cheveux. Je lui ai tout raconté. La translocation, la piste du DPI, et la question de l'hérédité. Il a posé sa ponceuse. Ce n'était pas toi. 4 mots. Il les a prononcés de la même manière que le docteur Aïe. Comme un fait. Comme une chose qui avait toujours été vraie, et qui nécessitait juste que quelqu'un la dise à voix haute. Je n'ai pas pleuré. J'ai classé l'information et, quelque part derrière, l'odeur du cèdre attendait. Diane déménageait dans un logement plus petit. Sa pension, après 31 ans d'enseignement, ne couvrait pas autant qu'elle l'avait prévu. Et, cette maison coloniale de 5 chambres était bien trop grande, pour 2 personnes qui ne s'étaient adressé la parole que pour des questions de logistique, depuis l'administration Reagan. Elle nous a demandé, à Megan et à moi, de l'aider à trier les pièces à l'étage. Megan enchaînait 2 gardes de suite. Bien sûr qu'elle le faisait. C'était donc juste ma mère et moi, 2 femmes qui ne s'étaient jamais senties à l'aise dans la même pièce, descendant des cartons de vieux manuels scolaires et des rideaux jaunis par des escaliers étroits. La maison sentait comme elle avait toujours senti, le pain, et quelque chose de plus vieux, quelque chose enfoui en dessous, comme du papier stocké pendant trop longtemps. Diane donnait ses directives depuis le couloir. Ce carton va à Emmaüs. Celui-là, à la poubelle. Ne les mélange pas. Elle le disait de la façon dont elle m'avait parlé toute ma vie, comme si le plus grand risque, dans n'importe quelle situation, était que je m'y prenne mal. J'ai parcouru les chambres de l'étage en silence. La chambre de Megan avait encore les trophées de son club de débat sur l'étagère. La mienne avait été transformée en salle de couture, 14 ans plus tôt. J'ai descendu un sac de chute de tissu jusqu'au garage, et je suis remonté pour en chercher un autre. Le placard du couloir était ouvert. Les couettes avaient bougé. Et là, sur l'étagère du haut, exactement à l'endroit où elle se trouvait 26 ans auparavant, il y avait la boîte en cèdre. Le même grain sombre, le même loquet en laiton. Ma mère était dans la cuisine. Je pouvais entendre le robinet couler. Je me tenais dans le couloir, et j'ai respiré l'odeur du cèdre. Chaude, sèche, légèrement sucrée. Et, j'avais de nouveau 8 ans. Sauf que, cette fois-ci, il n'y avait la main de personne pour arrêter la mienne. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, un bonnet tricoté en jaune pâle, assez petit pour tenir dans ma paume. La laine était douce et légèrement boulochée, le genre de bonnet que quelqu'un avait fabriqué à la main, point par point, pour un bébé qui était censé le porter. Sous le bonnet, un bracelet d'hôpital. Le plastique avait jauni, mais l'impression était encore lisible. Bébé garçon Townsend. 3 novembre 1991. Sous le bracelet,
une carte avec des empreintes de pieds, de minuscules empreintes d'encre plus petites que mon pouce, et un nom écrit à la main au stylo à billes, Caleb Townsend. J'ai tenu la carte, et j'ai lu le prénom 2 fois. Caleb. J'avais un frère. Un frère qui avait vécu assez longtemps, pour être mesuré, pour qu'on lui donne un nom et qu'on prenne ses empreintes, et, qui n'avait plus vécu ensuite. Novembre 1991. Diane aurait eu 28 ans. Megan en avait 3. Je n'étais pas encore né. Personne ne l'avait jamais mentionné. Pas à Thanksgiving, pas à Noël, pas pendant les milliers d'heures que j'avais passées à cette table de salle à manger, à regarder ma mère jouer le rôle d'une femme qui avait 2 filles, un mari, une pension, et rien d'autre à discuter. J'ai remis le bonnet dans la boîte. J'y ai remis le bracelet. J'ai gardé la carte des empreintes un instant de plus, en passant mon pouce sur le prénom, Caleb. Puis, je l'ai placé à l'intérieur, j'ai fermé le couvercle, et j'ai repoussé la boîte derrière les couettes. Je n'ai pas confronté ma mère. Je n'ai rien pris. J'ai descendu les escaliers, j'ai aidé à charger 3 autres sacs dans la voiture, et je suis rentré chez moi en silence, les mains solidement accrochées au volant. Mais, la question se formait déjà, de la manière dont les questions se forment toujours chez moi, non pas comme une émotion, mais comme une variable. Si ma mère avait porté un bébé à terme et l'avait perdu, et si sa fille était porteuse d'une translocation héritée d'un parent, alors que s'était-il réellement passé, en novembre 1991 ? J'ai appelé tante Linda, le lendemain. Linda Pierce, la jeune sœur de ma mère, celle qui apportait toujours un cake à la banane au dîner de famille, et qui ne m'avait jamais demandé pourquoi je n'avais pas encore d'enfant. Elle était la seule de la fratrie Townsend, qui écoutait au lieu de faire des déclarations. J'ai conduit jusqu'à chez elle. Elle a préparé du café dans un percolateur qui semblait plus vieux que moi, et a posé 2 tasses sur la table de sa cuisine. Je ne savais pas comment lui demander, alors je l'ai simplement dit, qui était Caleb ? Linda a posé sa tasse lentement, comme si elle déposait un objet fragile sur une surface dure. Ta mère te l'a dit ? Non, j'ai trouvé la boîte. Elle a expiré. Pas un soupir. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de retenu pendant des années. Caleb était ton frère. À terme, ou presque. Le cordon. Ils ont dit que c'était le cordon, mais ta mère n'y a jamais cru. Elle a fait une pause. Et, il y en a eu d'autres avant lui. 2, peut-être 3, très tôt, avant même Megan. Ta mère ne les a jamais portés assez longtemps pour leur donner un nom. J'ai encaissé cette information. 3 ou 4 pertes. Puis Megan, qui a survécu, puis Caleb, qui n'a pas survécu, puis moi. Elle n'en a jamais parlé. Linda a secoué la tête. Ta mère n'a jamais fait son deuil à voix haute. Alors, elle l'a fait subir sur toi. Elle a dit cela sans cruauté, comme si elle attendait depuis longtemps de pouvoir expliquer quelque chose qu'elle avait vu se produire, sans pouvoir l'arrêter. Diane avait enterré Caleb dans le placard du couloir, et avait construit une vie par-dessus lui. Une vie où l'une de ses filles était parfaite, et l'autre était un chantier. Et la boîte, sur l'étagère supérieure, était restée fermée. J'ai remercié Linda. Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché le diagramme des chromosomes que le docteur Hay m'avait montré. 2 segments intervertis, hérités d'un parent. La variable que j'avais tant cherché portait un nom, et ce nom se trouvait dans cette boîte en cèdre. Voici ce que je savais. Ma mère avait perdu au moins 3 grossesses, et un bébé presque à terme, avant ma naissance. J'étais porteuse d'une translocation équilibrée, qui causait des fausses couches à répétition. Cette translocation était le plus souvent héritée de la mère. Je n'avais pas besoin d'un diplôme de médecine pour faire le lien. J'avais juste besoin de ce pourquoi j'avais toujours été doué, relier les points de données, que personne ne voulait regarder. Diane était probablement porteuse de la même mutation. Elle l'avait sûrement portée toute sa vie. Ses pertes à la fin des années 1980, Caleb en 1991, tout cela correspondait exactement au schéma décrit par le docteur Hay. Des embryons déséquilibrés, des grossesses qui ne pouvaient pas tenir, toutes issues de la même source invisible, transmises de mère en fille, jusqu'à la prochaine génération de chagrin. Et, elle ne me l'avait jamais dit. Elle m'avait regardé lutter pendant 6 ans. Elle m'avait entendu esquiver les questions lors des dîners, et arriver aux fêtes de famille avec des cernes sous les yeux, et des manches longues pour couvrir mes coudes meurtris. Elle savait à quoi ressemblait la perte d'un enfant. Elle l'avait vécu.
et au lieu de me dire « je comprends » ou « ça m'est arrivé aussi » ou même simplement « je suis désolé », elle avait répondu que certaines femmes n'étaient tout simplement pas faites pour ça. J'aurais pu être en colère. Les données justifiaient amplement la colère, mais la colère est brouillonne. La colère classe mal les choses, brouille les colonnes, et arrondit les chiffres qui nécessitent d'être exacts. Alors, à la place, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un tableur vierge, et j'ai rédigé une chronologie. Les pertes de Diane, Caleb, les miennes, la translocation, et la FIV avec des pays. Je ne cherchais pas à me venger. Je voulais ce que j'avais toujours voulu depuis ma toute première fausse couche, une réponse suffisamment claire, pour que personne ne puisse la rejeter. J'allais demander au docteur à y décrire une lettre, dans un langage simple, sans jargon, et assez courte pour être lue à voix haute lors d'un dîner. Nous avons commencé le processus de FIV avec des pays le mois suivant. La procédure était brutale et précise. Exactement mon genre de choses. Injection d'hormones, ponction d'ovocytes, fécondation. Puis, la partie qui différenciait cela de tout ce que nous avions essayé auparavant, le dépistage génétique de chaque embryon. Sur les 9 embryons qui se sont développés, 3 sont revenus normaux. 3 chances. Les probabilités n'avaient jamais été aussi claires. Le docteur Aïe et moi étions assises dans son bureau après les résultats, et je lui ai demandé quelque chose d'inhabituel. J'aimerais que vous écriviez une lettre pour ma famille. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quel genre de lettre? Le genre de lettre qui explique ce qui m'est arrivé, dans un langage que ma mère pourra comprendre. Le diagnostic, la cause, et d'où ça vient. Le docteur Aïe est resté silencieuse un instant. Puis, elle a sorti un bloc-notes jaune de son tiroir. Quelle longueur? 3 paragraphes. Elle l'a écrite la même semaine. Je l'ai lu une fois, dans son bureau, je l'ai plié en 3, et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Je ne l'ai pas relu. Je savais ce qu'elle disait. Paragraphe 1, l'état de ma grossesse. Paragraphe 2, le diagnostic de la translocation, et ce que cela signifiait. Paragraphe 3, le schéma de transmission héréditaire, précisant que cette anomalie se transmet par la lignée maternelle. 3 paragraphes, chacun d'eux étant une phrase que ma mère avait passé 35 ans à s'assurer que personne ne prononce jamais à voix haute. J'ai failli ne pas demander cette lettre. Pendant 34 ans, on m'avait dit de faire profil bas, et d'arrêter de rendre les choses embarrassantes. Si vous êtes déjà resté silencieux juste pour préserver la paix à votre propre table, restez avec moi, car la suite est le moment où j'ai arrêté de le faire. Cliquez sur « S'abonner » si vous avez, vous aussi, déjà vécu ça. Le premier transfert a échoué. L'embryon ne s'est pas implanté. J'ai mis à jour mon tableur, j'ai pris le rendez-vous suivant, et je n'ai rien dit à personne. Le deuxième transfert a fonctionné. 2 semaines plus tard, une prise de sang a confirmé ce que 6 ans d'essai n'avaient jamais pu produire, une grossesse viable. Les niveaux de HCG augmentaient, doublant toutes les 48 heures, exactement comme les manuels disaient qu'ils le devaient. Daniel était debout dans la cuisine, quand je le lui ai annoncé. Il tenait une spatule. Il l'a posée sur le comptoir, a mis ses 2 mains sur mes épaules, m'a regardé, et n'a rien dit pendant un très long moment. Puis, ça a marché. 3 mots, la phrase la plus vraie que l'un de nous ait prononcée depuis des années. Nous sommes allés à la première échographie à cette semaine. Le docteur a tourné l'écran vers nous, et a pointé du doigt un point clignotant, de la taille d'un grain de riz. C'est le rythme cardiaque. J'ai regardé l'écran, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis la première perte. Pas exactement de l'espoir, mais plutôt, l'absence d'appréhension du pire. C'était comme me redresser, après avoir été accroupi si longtemps, que mes jambes avaient oublié qu'elles pouvaient s'étirer. Nous avons passé le cap des 8 semaines, puis des 10, puis des 12. Chaque étape me faisait l'effet de traverser un pont, qui avait tenu bon pour les autres, mais jamais pour moi. À 14 semaines, le docteur a prononcé les mots que j'avais cessé de croire entendre un jour, vous avez dépassé la fenêtre de risque. Cette grossesse évolue normalement. Je me suis assise dans son bureau, j'ai hoché la tête, j'ai dit merci, j'ai marché jusqu'à ma voiture, et je me suis assise dans le parking de l'hôpital, le moteur éteint. Et pour la première fois en 6 ans, je me suis autorisé à penser au mot « fille ». Je ne l'ai pas annoncé à ma famille. Pas tout de suite. Daniel me l'a demandé doucement, une fois, pendant le dîner. « Quand vas-tu appeler ta mère ?»
J'ai coupé un morceau de poulet, et je l'ai mâché soigneusement. Quand je serai prête. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Il avait compris que le mot « prête » n'avait pas le même sens pour moi, que pour les autres personnes. Cela ne signifiait pas une annonce mignonne, ni une paire de minuscules chaussures dans une boîte cadeau. Cela signifiait que je déciderais, exactement, de quelle part de moi-même j'étais prête à leur livrer, en sachant pertinemment qu'ils trouveraient un moyen de la rabaisser. Je suis allé au dîner du dimanche. J'ai porté des chemises amples. J'ai mangé tout ce que Diane servait, j'ai esquivé les questions sur le travail, et j'ai souri quand Megan parlait de ses patients, sans rien dire de la vie qui grandissait en moi, et qui, pour la première fois, grandissait correctement. 16 semaines, 18, 20. L'échographie morphologique a montré une petite fille en parfaite santé. J'ai vu sa colonne vertébrale sur l'écran, chaque vertèbre alignée comme une perle sur un fil. Et, j'ai pensé, toi, tu ne t'assoiras pas à cette table, pour te sentir comme moi je me suis senti. J'ai gardé l'échographie dans mon portefeuille, derrière ma carte d'assurance. Lors d'un dîner du dimanche, Diane a demandé si je prenais du poids, ses yeux me balayant de haut en bas, avec cette déception parfaitement calibrée, d'une femme qui mesurait ses filles depuis leur naissance. J'ai souri, et j'ai répondu que je mangeais plus de pâtes dernièrement. Megan m'a jeté un coup d'œil, juste une seconde. Quelque chose a bougé derrière son regard, une lueur que je n'arrivais pas à situer. Pas de la suspicion. Plutôt quelque chose proche de la reconnaissance, comme si elle voyait en moi quelque chose qu'elle refusait de voir en elle-même. Elle a détourné le regard très vite. J'ai classé cette information. Megan m'a appelé un mardi soir. Il était tard, après 22 heures, et elle ne m'appelait jamais à moins que Diane ne lui ait demandé de transmettre un message. Sa voix sonnait faux, usée sur les bords, comme un tissu qu'on aurait trop étiré. « Tu es occupé ?» a-t-elle demandé. « Non. » Un long silence. Greg et moi, on a des problèmes. Greg était son mari, chirurgien orthopédiste, membre du country club, le genre d'homme que Diane approuvait, parce que son nom présentait bien sur une carte de vœux de Noël. Quel genre de problème, ai-je demandé. Une autre pause. Le genre dont je ne veux pas parler à la table de maman. Elle n'en a pas dit plus. Elle n'en avait pas besoin. Je pouvais l'entendre, dans toute l'architecture de son silence. C'était ce même silence que j'avais bâti autour de moi pendant 6 ans. Megan, la fille brillante, la femme médecin, la fille qui réussissait tout, était en train de craquer. Et, elle m'avait appelé, moi. Pas Diane, pas un collègue, pas une amie de la faculté de médecine. Moi, la sœur qu'elle avait méprisée pendant 30 ans. J'aurais voulu me sentir vengé. Ce ne fut pas le cas. Je me suis juste senti fatigué. Je suis désolé, Megan, ai-je dit. Et, je le pensais vraiment. Elle a émis un son, qui aurait pu être un rire, ou qui était peut-être la première chose honnête qu'elle m'avait dite en disant. N'en parle pas à maman. Je n'en ferai rien. Nous avons raccroché. Je me suis assise sur le canapé, j'ai posé ma main sur mon ventre, et j'ai senti ma fille bouger pour la première fois. Un minuscule battement, en bas et à gauche, comme une page qui se tourne sous l'eau. Le timing était accidentel, mais le contraste, lui, ne l'était pas. Megan s'effondrait en privé. Moi, je me reconstruisais. Et, dans 3 semaines, lors du dîner que ma mère avait organisé pour célébrer le nouveau statut d'associé de Megan au cabinet, ainsi que sa propre retraite, j'allais me lever et prononcer quelques mots. Je n'avais pas choisi ce dîner par envie d'avoir un public. J'avais passé toute ma vie à l'éviter. Je l'avais choisi parce que les gens, qui avaient décidé que je ne valais rien, l'avaient fait en public, lors de repas, devant des proches qui hochaient la tête en signe d'approbation. Mon étiquette avait été forgée à la table familiale. Elle pourrait donc être détruite à l'une d'entre elles. Le dîner était prévu pour le premier samedi d'avril. La retraite de Diane de l'enseignement, le nouveau statut d'associé de Megan. Une double célébration, parce que dans la famille Townsend, Diane et Megan faisaient toujours les gros titres, et moi, j'étais toujours le paragraphe que personne ne lisait. J'ai expliqué le plan à Daniel. Il a écouté. Tu es sûr? Je suis sûr. De quoi as-tu besoin de ma part? Quand je te regarderai, hoche simplement la tête. Il a construit une étagère à épices, cette semaine-là. En chêne, avec des assemblages en queue d'aronde, sans le moindre clou.
Quand Daniel assimile quelque chose, ses assemblages deviennent plus serrés. Le matin du dîner, je me suis tenu devant le miroir, et j'ai boutonné mon manteau. Mon ventre était maintenant visible, à 26 semaines, la grossesse était trop avancée pour être cachée. J'ai glissé la main dans ma poche droite, et j'ai touché la lettre. Elle était là, depuis le jour où le docteur l'avait écrite. Pliée en 3, légèrement assouplie au niveau des plis, à force d'avoir été touchée sans jamais être ouverte. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. J'en connaissais chaque phrase. J'avais rangé cette lettre dans la poche de mon manteau, et je m'étais entraîné à la lire dans ma voiture, jusqu'à ce que ma voix cesse de trembler. Je n'allais pas crier. J'allais simplement lire. Si vous me soutenez pour que je le dise enfin à voix haute, laissez un seul mot dans les commentaires, lis. Je le verrai. Allons au dîner. La maison de Diane sentait le rôti, le nettoyant au pain, et ce parfum de cèdre, qui vivait toujours en dessous de tout. Ce parfum, qui habitait le placard du couloir depuis 35 ans. Elle avait préparé la salle à manger pour 22 personnes. La belle porcelaine. Couleur ivoire avec un liseré doré. Utilisée 2 fois par an, lavée à la main. De vraies serviettes en tissu. Un centre de table en lisse blanc, parce que Diane estimait que les fleurs avaient leur place dans les célébrations, tout comme les diplômes avaient leur place sur un mur. La liste des invités, Roger, Meghan, Greg, tante Linda, oncle Paul, 4 cousins, 2 beaux-parents, et une poignée d'anciens collègues à la retraite de Diane, chaque place était assignée. La mienne se trouvait entre l'oncle Paul, et une ancienne directrice adjointe nommée Dorothy, ce qui m'indiquait exactement où je me situais, dans le plan de table de ma mère, entre quelqu'un qui ne m'adresserait pas la parole, et quelqu'un qui ne me remarquerait pas. Daniel était assis de l'autre côté de la table. Il avait mis sa belle veste, celle qu'il gardait pour les funérailles et les anniversaires de mariage. Il m'a regardé au moment où nous nous sommes assis, et a fait un petit signe de tête. Pas le signe de tête, pas encore. Juste un moyen de me rassurer, je suis là. La pièce était chaude, les voix se superposaient, Meghan acceptant les félicitations, Diane racontant ses 31 années d'enseignement à quiconque voulait bien l'écouter. Roger ouvrait une deuxième bouteille de vin, sans prononcer le moindre mot. Je suis resté assis sur ma chaise, mon manteau sur le dossier, la lettre dans la poche droite, j'ai mangé ma salade, et j'ai écouté ma famille célébrer les 2 seules femmes dont ils avaient toujours été fiers. Le placard du couloir se trouvait à peine à 4 mètres de l'endroit où j'étais assise. Derrière les couettes, la boîte en cèdre conservait son silence. La carte avec les empreintes de Caleb attendait, là où je l'avais replacée. Absolument tout, dans cette maison, était exactement à l'endroit où ma mère l'avait mis, moi y compris. Diane a fait teinter son verre à 20h15. La pièce est devenue silencieuse. Elle s'est tenue debout, en bout de table, dans un chemisier crème et avec les boucles d'oreilles en perles qu'elle portait pour aller à l'église, elle a regardé sa famille avec l'expression d'une femme qui avait organisé le moindre détail. Et qui s'attendait à ce que chaque détail se déroule comme prévu. Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir. Après 31 ans dans une salle de classe, je peux enfin dire que j'en ai fini de dire aux enfants des autres ce qu'ils doivent faire. Rire poli dans la salle. Elle s'est tournée vers Meghan. Et à ma fille, ma Meghan, qui vient de devenir associée chez Ridgeline Women's Health. Nous avons toujours su que tu y arriverais. Elle a levé son verre. Le reste de la table a suivi. Meghan a souri. Greg lui a serré l'épaule. Linda a levé son verre discrètement. Roger s'est versé un peu plus de vin. J'observais depuis ma place attribuée, la main posée sur la serviette sur mes genoux, et j'attendais. C'était le schéma habituel. Diane porterait un toast à Meghan, et la salle applaudirait. Ensuite, quelqu'un apporterait le dessert, la soirée se dissiperait en petites conversations et en compliments, jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi, et que la belle porcelaine retourne dans le buffet pour les 6 prochains mois. C'était toujours comme ça que ça se passait. La célébration, les rôles, le scénario. Meghan au centre de la scène, et Tracy dans les marges. Sauf que ce soir, j'avais un manteau sur le dossier de ma chaise avec une lettre dans la poche, et une petite fille de 26 semaines dans le ventre, qui n'avait jamais entendu personne qualifier sa mère d'idiote. Daniel a croisé mon regard, de l'autre côté de la table. Ses mains étaient croisées sur son set de table. Calme. J'ai pris une grande inspiration. J'ai posé ma serviette sur la table. Je me suis levé. 22 visages se sont tournés vers moi,
et j'ai prononcé la phrase que j'avais attendue 6 ans pour dire « Je suis enceinte ». La table est devenue silencieuse. Pas le silence poli de quelqu'un qui termine un toast. Le vrai silence. Le genre de silence, où les fourchettes s'arrêtent de bouger, où les glaçons se figent dans les verres, et où l'on peut entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. 22 personnes m'ont regardé. J'ai regardé ma mère. Le visage de Diane a fait quelque chose que j'avais vu 1 millier de fois, le recalibrage. Ce rapide passage derrière ses yeux, où elle triait ce qu'elle venait d'entendre pour le ranger dans les catégories qu'elle me réservait, dérangement, embarras, ou non-pertinence. Cela lui a pris moins de 3 secondes. Elle a soulevé son verre de vin. Bien, une gorgée puis, espérons que celui-ci sera plus intelligent que toi. 9 mots. La même cadence qu'elle utilisait pour mes bulletins scolaires, ou mes dictées. Et la même que le soir où je lui ai annoncé que j'avais été accepté dans le programme d'analyse de l'hôpital. Le même mépris, la même intonation, le même message. Quoi que tu fasses, Tracy, ce ne sera jamais assez. Megan était assise à la gauche de Diane. Elle a mis sa main sur sa bouche, mais pas assez vite pour cacher son sourire. Au moins maintenant, elle ne sera plus la seule déception de la famille. Elle a dit cela à Diane, pas à moi. Comme si je n'étais même pas dans la pièce. Comme si mon enfant était déjà le sujet d'une plaisanterie. Roger a tendu le bras vers la corbeille à pain. Il n'a pas levé les yeux. On peut manger, maintenant ? 22 membres de la famille. Pas un seul d'entre eux n'a parlé. Tante Linda avait la main à plat sur la table. Oncle Paul fixait son assiette. Dorothy, la directrice adjointe, s'est raclé la gorge, mais n'a rien dit. Toute la salle attendait que je me rassoie, que je me replie dans mes marches habituelles, comme je l'avais toujours fait. J'ai regardé Daniel, de l'autre côté de la table. Ses mains étaient toujours croisées. Son regard était fixe. Il a hoché la tête. Je ne me suis pas rassise. J'ai passé le bras derrière moi, j'ai glissé la main dans la poche de mon manteau, et j'ai touché la lettre. Le papier était doux au niveau des plis. Je l'avais porté sur moi pendant 11 semaines. À travers les supermarchés, les réunions de travail, les rendez-vous pour les échographies, et les 20 minutes de route jusqu'à cette maison, où j'avais passé 30 ans à être rabaissé. Je l'ai sorti, et je l'ai déplié. La pièce me regardait. Je pouvais sentir 22 paires d'yeux, ainsi que ce silence si particulier des gens, qui ne savent pas s'ils assistent à une scène dramatique ou à une crise de nerfs. Le visage de Diane avait changé. Ce n'était pas de l'inquiétude, pas encore, mais plutôt l'alerte contrôlée d'une femme qui soupçonne que le scénario est sur le point de changer, et à qui l'on n'a pas distribué les nouvelles pages. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. Sa voix était tranchante, cette même voix qu'elle avait utilisée quand j'avais tendu la main vers la boîte en cèdre, à 8 ans. « C'est une lettre », ai-je répondu. Ma voix était posée. Je m'étais exercé à cela. Elle vient de mon obstétricienne, le docteur Ranataï. Elle est spécialiste des pertes de grossesse à répétition. L'expression « à répétition » a atterri sur la table, comme un pavé dans la mare. Le sourire de Megan a disparu. Roger a reposé son pain. J'ai passé 6 ans à essayer d'avoir un bébé, ai-je dit. J'ai perdu 5 grossesses. Je n'en ai jamais parlé à aucun d'entre vous, parce que je savais ce que vous diriez. J'ai regardé Diane. Je sais ce que tu viens de dire. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé une main, cette même main avec laquelle elle m'avait arraché la boîte en cèdre, quand j'étais enfant. J'aimerais lire la lettre, maintenant, ai-je dit. En entier. Ensuite, je m'assoirai. La pièce était d'une immobilité totale. Les mains de Daniel étaient croisées sur son set de table, aussi solide que la table qu'il avait construite pour notre cuisine. J'ai regardé la première ligne. J'ai commencé à lire, « Cher Tracy, je vous écris cette lettre à votre demande, afin que vous puissiez la partager avec votre famille. Votre grossesse actuelle est en bonne santé, viable, et évolue normalement à 26 semaines. Votre fille se développe conformément aux prévisions. Et tous les indicateurs sont au beau fixe. » J'ai fait une pause, non pas pour l'effet dramatique, mais pour reprendre mon souffle. 22 personnes écoutaient. Les mains de ma mère étaient posées à plat sur la nappe. J'ai continué, au cours des 6 dernières années, vous avez subi 5 pertes de grossesse. Après des examens approfondis, nous en avons identifié la cause.
Vous êtes porteuse d'une translocation réciproque équilibrée, impliquant les chromosomes 7 et 11. Il s'agit d'un réarrangement chromosomique structurel qui n'affecte pas votre propre santé, mais qui crée une forte probabilité d'embryons génétiquement déséquilibrés lors de la reproduction. Ce n'est pas lié à votre mode de vie. Ce n'est pas causé par le stress, l'alimentation, le timing, ou un quelconque échec personnel. C'est une condition médicale documentée et identifiable, qui est présente dans votre ADN depuis votre naissance. J'ai entendu quelqu'un expirer. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai lu le 3e paragraphe, ce type de translocation est héréditaire, transmis de parents à enfants. Compte tenu de vos antécédents familiaux, y compris des pertes de grossesse documentées dans la génération précédente. Les preuves cliniques indiquent fortement que vous avez hérité de cette condition de votre mère. J'ai arrêté de lire. Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. La phrase a fait ce que font les phrases, quand elles portent le poids de 35 ans de silence. Elle s'est installée au milieu de la pièce, et a attendu que quelqu'un la regarde. Diane l'a regardée. Son visage a changé. Plus ce recalibrage que j'avais vu des milliers de fois. Quelque chose d'enfoui en dessous. Quelque chose de vieux, de terrifié et de brut, comme un papier peint qui se décolle, pour révéler le plâtre en dessous. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, ses yeux se sont remplis de larmes. Pas ces larmes dignes et mesurées qu'elle versait lors des discours de retraite ou des offices religieux. C'était l'autre genre de larmes. Le genre qui provient de cet endroit que vous pensiez avoir scellé à tout jamais. À la 3e phrase, ma mère pleurait. Le reste de la table a compris avant même que Diane ne le fasse. On pouvait voir la réalisation se propager parmi eux. Linda d'abord, puis Paul, puis les cousins. La lente prise de conscience, de ce que signifiait réellement, transmis par la lignée maternelle. Cela signifiait que Diane en était porteuse. Cela signifiait que les pertes de Diane, celles dont personne ne parlait, celles enterrées dans une boîte en cèdre sur l'étagère supérieure du placard du couloir, avaient la même cause invisible. Cela signifiait que la femme, qui avait passé 6 ans à traiter sa fille de déception pour n'avoir pas réussi à mener une grossesse à terme, avait elle-même transmis la maladie qui faisait échouer ses grossesses. Les mains de Diane tremblaient sur la nappe. Les larmes coulaient vite maintenant, de manière incontrôlable, du genre à bloquer la respiration par à-coups disgracieux. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. « J'ai perdu. J'ai eu un. » Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Le prénom, qu'elle n'avait pas prononcé depuis 35 ans, restait coincé dans sa gorge comme une arête. Linda a posé une main sur le bras de sa sœur. « Dis-lui, Diane, pour une fois. Dis la vérité. » Diane a secoué la tête. Elle a pressé ses 2 paumes contre ses yeux. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était. Que ça pouvait. Elle ne parlait à personne en particulier, elle s'adressait à la table, au plafond, et à ce fils qu'elle avait mis dans une boîte en cèdre et dont elle n'avait plus jamais parlé. Megan restait figée sur sa chaise. Toute couleur avait quitté son visage. Elle était médecin, gynécologue obstétricienne. Elle avait passé 8 ans en formation médicale, avait passé sa carrière à accoucher les bébés d'autres femmes, et elle n'avait jamais envisagé, pas une seule fois, que les fausses couches à répétition de sa propre sœur puissent avoir une cause chromosomique. Elle n'avait pas posé la question. Elle n'avait pas cherché à savoir. Elle avait juste ri. Roger fixait son assiette. Le bras avec sa montre restait ballant le long de son corps. Pour la première fois dans mes souvenirs, il n'a pas regardé l'heure. J'ai replié la lettre, suivant les 3 mêmes plis que j'avais formés 11 semaines plus tôt, dans le bureau du docteur Hay. Je l'ai remise dans la poche de mon manteau. Je n'ai pas dit, c'est toi qui m'as transmis ça. Je n'ai pas dit, tu aurais pu me prévenir. Je n'ai pas prononcé le nom de Caleb. Je n'ai dit aucune de ces choses qu'une personne peut dire, quand elle a gagné le droit d'être cruelle. Parce que la cruauté était leur langage à eux, et cela n'avait jamais été le mien. Diane pleurait toujours. Le genre de pleurs qui vide une pièce, ou qui la remplit, selon qui vous êtes. Megan a voulu prendre son verre d'eau, et l'a raté. La mâchoire de Roger travaillait, comme s'il mâchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à avaler. Les 22 proches restaient assis, dans ce silence si particulier des personnes qui regardent une histoire familiale se réécrire en temps réel. J'ai regardé ma mère. J'ai gardé une voix posée,
de la même manière que je garde ma voix lorsque je lis des chiffres qui ne mentent pas, elle n'a pas besoin d'être intelligente. Elle n'a pas besoin d'être la meilleure. Elle a juste besoin d'être aimée. J'ai posé ma serviette sur la table. Daniel s'est levé. Il a fait le tour pour venir à mes côtés, a reculé ma chaise, et a posé sa main au creux de mon dos. Nous avons marché vers la porte d'entrée. Derrière nous, quelqu'un, Linda je crois, a dit quelque chose d'une voix douce que je n'ai pas pu entendre. Diane a crié mon prénom. Je l'ai entendu. Je ne me suis pas retourné. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais dit tout ce que la lettre avait à dire, et que tout ce qui viendrait après cela, c'était à elle de le porter. Daniel a ouvert la porte de la voiture. Je me suis assise. Il est monté de son côté. Nous sommes sortis de l'allée en silence, j'ai posé ma main contre mon ventre, et j'ai senti ma fille bouger. 3 semaines ont passé. Personne n'a appelé. Puis, Linda l'a fait. Elle a laissé un message vocal. Tracy, je veux juste que tu saches que tu as eu raison de le dire, et que j'aurais dû le dire il y a des années. Elle a fait une pause. Ta mère ne va pas bien, mais ce n'est pas ton problème. J'ai sauvegardé le message. Un cousin, que je connaissais à peine, m'a envoyé un SMS, tu as été incroyablement courageuse. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Megan n'a pas appelé. Ni la première semaine, ni la deuxième. Le 23e jour, un message est apparu, est-ce qu'on peut parler? J'ai attendu 2 jours avant de lui répondre, quand tu seras prête à être honnête, oui. Diane a essayé une fois. Pas avec un appel téléphonique, mais avec une lettre. Manuscrite, 2 pages, avec une écriture parfaite, car elle était institutrice, et les institutrices n'envoient pas de lettres brouillonnes, même lorsqu'elles s'effondrent. La plus grande partie de la lettre parlait d'elle, de la difficulté qu'elle avait eue à perdre Caleb. Du fait qu'elle n'avait pas les mots pour exprimer son deuil, en 1991. Du fait qu'elle avait toujours eu peur que je finisse comme elle, et de la façon dont cette peur s'était exprimée de travers. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas prononcé le mot « pardon ». Ce qu'elle a dit, à la toute fin, c'est « j'aimerais rencontrer ma petite fille. Quand tu seras prête ». Daniel a lu la lettre. Elle ramène encore tout à elle. Je sais. Qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi pendant une semaine. Puis, j'ai répondu de manière concise, tu peux faire partie de sa vie, mais cela commence par la vérité. Toute la vérité, y compris le prénom de Caleb. Diane n'a pas répondu pendant 11 jours. Puis, une seule ligne, il s'appelait Caleb James Townsend. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas suffisant, mais c'était la première phrase honnête que ma mère m'ait écrite en 34 ans, et j'ai décidé que c'était un bon point de départ. Ma fille est née un mardi, en août, à 6h42. 7 livres et 3 onces, environ 3,2 kg. C'est le docteur Aïe qui m'a accouché. Daniel a coupé le cordon. L'infirmière l'a posé sur ma poitrine, elle a ouvert les yeux, et m'a regardé avec la curiosité floue de quelqu'un qui arrive dans un nouvel endroit, et qui décide s'il va y rester. Je l'ai tenu dans mes bras, et j'ai pensé au bonnet tricoté jaune pâle dans la boîte en cèdre, au frère que je n'ai jamais connu, et aux 5 grossesses qui s'étaient terminées, avant même que celle-ci ne commence. J'ai pensé au fichier Excel, avec sa colonne de résultats qui, pour cette ligne-là, affichait enfin autre chose que « négatif ». J'ai pensé aux mains de ma mère, tremblant sur la nappe. J'ai gardé la boîte en cèdre. Diane l'avait laissée sur mon porche. Sans un mot, avec le loquet en laiton poli pour la première fois depuis des décennies. À l'intérieur, le bonnet, le bracelet et la carte d'empreinte de Caleb. Je l'ai posé sur l'étagère de la chambre de ma fille. Pas caché, ni relégué derrière des couettes. Juste là, où la lumière pouvait l'atteindre. J'ai passé 34 ans à essayer d'être assez intelligente, pour mériter un amour qui ne viendrait de toute façon jamais à mes conditions. Et, il s'est avéré que la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'arrêter d'essayer de faire mes preuves, auprès de personnes qui avaient décidé de ma valeur avant même ma naissance, pour simplement l'aimer, elle, à la place. Voilà mon histoire. 6 ans, une lettre, et 3 phrases qui ont enfin dit ce que personne dans ma famille ne voulait dire. Si vous avez déjà été celui ou celle sur qui ils ont statué, avant même que vous ne puissiez parler, laissez-moi vous le dire clairement, leur verdict n'a jamais été la vérité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire,
abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.